Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Racaille poursuit son chemin de la route pour vous parler d'une exposition que nous avons visitée au Petit Musée de Montmartre, rue Cortot, une exposition consacrée à une partie de l'œuvre de Steinlen, un immense, pour moi en tout cas, pour ma camarade aussi probablement, un immense artiste qui s'est surtout intéressé, qui a nourri son œuvre de la misère ouvrière, la misère du peuple au XIXe siècle, particulièrement à Paris. Il a peint aussi des sujets sur la campagne, mais son sujet principal, c'était quand même la misère ouvrière. Ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est au musée Montmartre. C'est un lieu emblématique de la vie de Steinlen. Hein. Il a dû vivre toute sa vie dans ce quartier-là. Et il a même eu un atelier. Il a peint dans l'atelier de Toulouse-Lautrec. De Toulouse-Lautrec et aussi dans l'atelier qui est à Montmartre, là. L'atelier où il y avait Suzanne Baladon. Voilà. D'accord. Alors moi je vais rappeler brièvement, je vais faire une petite bio de Steinlen, hein, comme j'aime bien le faire pour voilà. Donc Steinlen, il est né en 1859, il est décédé en 1923, donc cette exposition arrive au moment du centenaire de sa mort, et c'est un Suisse, il est né à Lausanne, et dès l'enfance il va dessiner. Son grand-père enseignait le dessin à Vevey et illustrait l'almanach Le véritable messager boiteux, voilà, de Berne et Vevey, et ses 9 oncles sont tous dessinateurs. Donc après Donc après un rapide passage par des études de théologie, il se tourne vers l'art et il monte à Paris en 1881 pour s'installer à Montmartre. Là, il va faire la connaissance d'Adolphe Villette, avec qui il fréquente le Chat Noir, ce cabaret qui est tenu par Rodolphe Salis. Et il rencontre également Toulouse-Lautrec, Aristide Bruant, et il se rapproche des milieux libertaires. Donc c'est l'époque où les périodiques français connaissent un essor remarquable avec cette loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Et donc en 1882, c'est la parution du premier numéro du Chat Noir et des dessins de chat qui vont assurer le succès de Steinlen, qui est engagé comme collaborateur à la revue. En commençant à travailler pour un journal, donc le jeune artiste rencontre du monde. Paris connaît un développement croissant des lieux de divertissement, les cabarets, les cafés-concerts, les bals populaires, autant de possibilités de se distraire et d'observer. Et Steinlen fait donc de ses dessins son gagne-pain principal et participe à de nombreux organes de la Troisième République, dont l'éventail s'étend du Grand Illustré à la Revue d'Avant-Garde, au Journal de Cabaret, aux périodiques militants, aux journaux d'information ou de loisirs. Donc il va travailler même au Mirliton, il prendra un pseudo, là il signera Jean Caillou, et ses moments d'activité les plus intenses pour la presse se situent autour de 1894. Donc il a travaillé pour l'Écho de Paris, la Caricature, le Chat Noir, le Figaro illustré, la Plume, le Gil Blas illustré, le Chambard socialiste, le Rire, les Temps nouveaux, l'Image, la Feuille de Zodaxa. Donc il y a même 2 couvertures exposées dans l'exposition, Cocorico, l'assiette au beurre, le Canard sauvage. Enfin voilà, c'est vrai qu'à l'époque on pouvait vraiment s'informer, acheter plein de presse. Il va aussi recevoir et illustrer des chansons, des courtes nouvelles, des poèmes, et placés en page de titre, ces dessins ne sont assortis d'aucune légende. Ils sont exposés aux devantures des kiosques. Ce sont donc des invites à l'attention du lecteur qui doit ouvrir le journal pour en comprendre l'image. Et donc avec ses contemporains, dont je citais Villette, Toulouse-Lautrec, Jean-Louis Forain, Steinlen a contribué de manière sensible à la construction visuelle d'une romance sociale parisienne à base de stéréotypes graphiques qui représentent donc la vie quotidienne, cette rue qu'il aimait vraiment observer. Il est aussi très influencé par Zola, justement, dans la description de la vie ouvrière. Après 1890, il va quitter les organes du Chat Noir et du Mirliton. Il va vers des organes de tendance politique plus radicales, socialistes ou anarchisants. Et après 1900, il se tourne vers le livre illustré, la peinture et bientôt l'eau-forte. Il participe également à la revue Simplissimus et travaille avec l'éditeur munichois Albert Langen jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, les relations graphiques entre la France et l'Allemagne sont brutalement interrompues.
Donc les anciens rapports d'émulation et d'admiration réciproque, la mise en scène ironique des identités nationales et culturelles cèdent le pas à une logique de la confrontation et de la propagande idéologique. Un autre volet artistique de Sennelen, on verra, c'est l'illustration de livres, dont Dans la rue, chansons et monologues, donc un recueil de chansons d'Aristide Bruand. Là, il y en a quelques-uns qui sont justement exposés au musée de Montmartre. Donc là, il fait des reproductions en relief par un procédé photomécanique. Et cette liberté de technique de reproduction industrielle favorise l'imagination graphique de Sennelen. Ensuite, il ira vers l'édition de luxe, vers le livre d'art ou le livre d'artiste et la xylographie. Voilà, il illustrera donc divers livres, comme Le soliloque du pauvre de Rictus, La chanson des gueux de Richepin, tout à fait, De Mazas à Jérusalem de Zodaxa, des poèmes de Victor Hugo, auquel participe Eugène Carrière. Et d'ailleurs, il y a 2-3 toiles qui m'ont vraiment fait penser au travail d'Eugène Carrière dans l'exposition. Il participe au salon d'automne dans lequel une salle lui est réservée, et il va mourir en 1923 dans les bras de sa fille Colette, et qui vit avec, ils ont une grande maison, et Colette vit avec son mari justement dans le même domicile de la rue Colincourt. Magnifique la manière dont tu racontes Sennelen. Ouais. Non, oui, c'était assez remarquable, ces images, ces fusains, ces gravures, voilà, il y avait des, comment dirais-je, dans ces gravures, il y avait des lithos. Enfin, c'est quand même une génération d'artistes à la fin du 19e siècle, au début du 20e, des générations d'artistes qui sont complets, si on peut dire, qui sont capables de dessiner, de peindre, de graver, de sculpter, parce qu'il a modelé aussi des chats. Il y a des bronzes, rue Cortot, là, de ces chats, d'écrire, voilà, même d'écrire des poèmes, d'écrire des chansons. C'est quand même des artistes d'une richesse créative invraisemblable. Il s'extasient pas sur leurs petites crottes, là, comme le font les artistes contemporains. Là, ils font un caca et puis ils restent à baver dessus pendant toute leur vie. Là, non, puis c'est sa participation à la vie sociale, populaire, surtout de ces quartiers de misère que pouvait être Montmartre avec le maquis et tout ça. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, il dit « Tout vient du peuple, tout sort du peuple, nous ne sommes que ses porte-voix ». Voilà. Effectivement, Montmartre était vraiment l'endroit idéal, le meilleur poste d'observation pour regarder le Paris populaire. Hein. C'est ce qu'il dit « Je fus séduit par ce monde de la rue, des ouvriers, des trottins, des blanchisseuses, des miséreux, des pierreuses et des escarpes ». Voilà, il aime ce peuple, quoi. Oui, d'ailleurs, quand dans son bouquin là, que j'ai sur... tu l'as cité, là, le bouquin où il y a les soliloques du pauvre. Les soliloques du pauvre. Mais vraiment, ce sont des poèmes justement sur les pauvres, dont ces blanchisseuses, dont ces pierreuses, etc. Et c'est quelque chose, pour moi, c'est comme un bréviaire. Voilà, si vous avez envie de... Quand on se dit, la vie est pour Jojo... on se plonge dans les soliloques du pauvre et on en sort quand même un peu ragaillardi, quoi, parce que l'extrême pauvreté a ses joies aussi, a ses peines bien sûr, mais ses joies aussi, et voilà, ses espoirs, et Sennelen le traduit d'une manière merveilleuse par des fusains qui sont vraiment des jets qui émeuvent au plus profond si on a un petit peu de sensibilité, d'humanité. Ouais, c'est ça. En fait, il a toujours dans sa poche un carnet, il peut prendre des notes, et pour lui, la rue, ce qu'il dit, c'est la vie, c'est le lieu de passage obligé de tout individu. Donc c'est aussi bien le piquet de grève que la femme du monde, que la pierreuse ou le bourgeois, quoi. Oui, tout à fait. Tout le monde se retrouve donc dans cette rue. Moi je ne sais pas si je suis de Grenelle, de Montmartre ou de la Chapelle, d'ici d'ailleurs ou de là-bas, mais je sais bien que la foule a couru, un matin m'a trouvé sur le tas, dans la rue,
y a ben des chances pour que mon père, il ait jamais connu ma mère, qu'a jamais connu mon daron qui doit l'avoir eu un soir de noces qu'il était rond dans la rue, dans la rue. Je n'ai jamais connu d'autre famille que la petite marmaille qui fourmille. Aussi quand je m'ai marida, je m'ai mis avec une petite grue qui truquait le soir à dada dans la rue, dans la rue. C'était une petite gonzesse blonde qui avait la gueule de la Joconde, la fesse ronde et le téton pointu, et qui était aussi bien foutue que les statues qui montrent leur cul dans la rue, dans la rue. C'est ça que c'était ben mon affaire, mais un beau soir ça fait faire les mœurs l'ont fourré au ballon, et depuis qu'elle est disparue, je sors galapère et je fais ballon dans la rue, dans la rue. À présent que vous voulez que j'aille, vous voudriez dire que je travaille, je pourrais pas, j'ai jamais appris. Va falloir que je vole ou que je tue, hardi joyeux, pas vu, pas pris, dans la rue, dans la rue. Et puis zut et vive les amanches, vive les escarpes et vive les grinches. Un jour faudra que je passe aussi devant la foule encore accourue pour voir ma gueule en raccourci dans la rue, dans la rue. Dans la rue, Marc Augeret. Une chanson de Bruant. Voilà, une chanson de Bruant. Et l'exposition commence par une première huile, justement, qui représente une rue de Montmartre, un tableau d'une rue qui tourne et qui descend justement cette butte avec un bureau de tabac sur la gauche, des femmes qui parlent au pied d'un immeuble, et donc ces maisons encore, ces petites maisons ouvrières, il est tout en couleur. Enfin, c'est très sympa de démarrer justement l'exposition comme ça. Après, il y a une première salle qui va être consacrée à l'amour des chats de Stendhal, l'amour pour les chats de Stendhal. Il est pour beaucoup, ça fait partie de la caractéristique aussi de Stendhal. Hein. Il y a Ciné, en fait, Ciné, hein, qui est les chats de Ciné. Voilà, il y a Guéluc. Enfin voilà, ils sont plusieurs. Autant j'ai aimé les chats de Ciné parce que j'ai découvert Ciné, je devais avoir 15-16 ans. Lui, il débutait, c'était un jeune dessinateur, illustrateur, et j'avais été vraiment complètement subjugué par ces chats. Ouais. Et il y a quelques planches aussi, justement, qui ont été reproduites dans le Chat Noir, où là c'est un peu des planches de BD avec des chats qui sont dessinés avec de petites 3-4 histoires un peu rigolotes d'un chat qui va attraper un poisson dans le bocal. Ça s'appelle La triste mort d'un poisson, mais en fait le poisson va pas être mangé par le chat, c'est surtout que le chat va finir par se retrouver dans le bocal et le chat va partir en courant et le pauvre petit poisson va se retrouver en dehors du bocal sans eau, donc voilà, c'est sa triste fin, quoi. Il y a aussi l'histoire d'un vol où c'est la pauvre personne qui va se retrouver volée, qui se retrouve prise par les gendarmes. Donc là, on voit la critique sociale justement de Stendhal, quoi. Il y a l'apothéose des chats, ça c'est une grande huile sur toile où là il y a comme un peu un sabbat où il y a un chat qui parle. Là c'est qui parle au-dessus, qui est face à plein une assemblée de chats justement qui le regardent. Donc après, qu'est-ce que représente le chat? On peut y mettre plein d'interprétations aussi sur l'ensemble de ces chats qui regardent ce chat qui est en haut de tout le monde, quoi. Il y a après il y a la partie sur toutes ces illustrations de presse, ça qui était avec des extraits de La Feuille, du Sou aussi. Ça c'est quand il décide de prendre ses distances par rapport à des revues plus conformistes, quand il s'éloigne un peu de Bruant et qui veut des œuvres plus engagées, plus radicales, plus anarchisantes justement. Il y a un tableau qui s'appelle La Vision de Paris. Alors ça c'est une peinture qui me faisait penser justement à Eugène Carrière. Parce que là, on est apparemment ce tableau est influencé par l'œuvre de Zola qui s'appelle La Vision de Paris.
Et c'est une femme qui est sur le côté, en fait, qui est dans un coin avec une espèce d'assemblée aussi devant elle. Et je ne sais pas si tu vois de quel tableau c'est, il y a tout un tas de gens qui sont dans les grilles, qui sont vers elle et qui regardent au loin. Est-ce qu'il y a un éclat de lumière? Enfin, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, je le confonds avec d'autres œuvres beaucoup plus révolutionnaires où on voit une femme avec les seins nus, avec un drapeau rouge, et avec toute une assemblée de gens, on dirait presque des morts vivants, qui sont nus, blanchâtres, etc., et qui semblent entraîner vers je ne sais pas quoi. Voilà, oui, celle-ci, ouais, je vois tout à fait, ça fait un peu mort-vivant, avec un espèce de veau d'or derrière, et elle a une flamme, un fumigène, enfin une torche à la main. Voilà, ça c'est le cri des opprimés ou la libératrice. Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi j'étais quand même assez bouleversé par ces peintures avec des foules et cette espèce de république voilà, qui rappelle évidemment d'autres républiques aux barricades, etc. Voilà. Et il y a quand même un travail considérable sur ces œuvres. Là. On peut dire que ça mouillissait pour qu'on y pince. Ouais. Il y a donc toutes ces scènes de rue, que ce soit derrière une porteuse de pain qui est vue de profil, qui est absolument magnifique, avec ses baguettes dans la main. Elle a quelque chose un peu d'hiératique, là. Elle est vraiment. Tout à fait. Il y en a 2 ou 3 de pain dans ses bras. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, je pense que c'était plutôt des gros pains de ménage, plutôt que ces pains qui sont plus bourgeois, si on peut dire. Ouais. Alors je crois que c'est c'est pas des lithographies justement, où là ce sont des paysans qui travaillent la terre avec un bourgeois à côté qui est vraiment imposant, avec je sais pas s'il a un cigare à la main, enfin il est vraiment oui, non, il a un cigare en bouche, il a un chapeau, et il y a cette pauvre famille qui tire la charrue, la femme a son bébé dans les bras. Ouais, ils ont même un joug sur le joug qu'on met sur les bœufs, ils l'ont sur le cou de l'homme et de la femme, quoi. Ouais, tout à fait. Et au loin, il y a la ville. Donc, est-ce que la ville pourrait les libérer de leur travail de paysan ou pas? En tout cas, le dessin d'après, ils sont restés dans leur champ et ils sont en train de donner des coups sur la tête du bourgeois qui s'enfonce dans la terre. Quoi. Donc, parce que si tu veux, au 19e siècle, tu avais beaucoup de bourgeois, justement, qui achetaient des terres, ils mettaient un métayer là-dessus et qui engrangeaient de la thune comme ça sur le dos des paysans qui n'étaient pas les propriétaires, mais qui étaient les ouvriers agricoles, quoi, tu vois. Et l'ouvrier agricole, dans la paysannerie française, c'était pas la joie, quoi. On a vu plein de tableaux de naturalistes, là, du 19e aussi, où on voit la condition paysanne qui n'est pas vraiment jojo, quoi. Ouais, il y a aussi donc toute une salle qui est consacrée à la femme sans nom, c'est-à-dire que c'est des salles ce sont les prostituées qu'on appelait justement les pierreuses, voilà, les promeneuses, les midinettes, les trottins, et voilà, il y a quelques portraits. Il y a aussi une salle consacrée au baiser. C'est apparemment un thème qui lui était aussi très cher. Je trouve qu'il y a ce peintre, on est quand même au 19e siècle, qui a peint justement le petit peuple. Il y a beaucoup de sujets féminins dans son œuvre. Voilà, je crois que c'est quand même, c'est un signe pour un artiste homme de peindre ainsi la femme, quoi, parce que c'était pas du tout, je pense, un sujet très prisé par l'ensemble des artistes, quoi. Mais lui, il a vraiment, on sent qu'il porte un intérêt vraiment particulier aux femmes. Ouais. De même qu'il va porter un intérêt aussi à la guerre. Donc il a 55 ans quand il y a la déclaration de guerre. C'est déjà un artiste reconnu. Et bien que non mobilisable, se sent concerné. Son gendre part à la guerre, ainsi que nombre de ses amis dessinateurs humoristes. Lui est un antimilitariste convaincu. Et là, il va réaliser donc un grand dessin qui est aujourd'hui conservé à Orsay le jour de la déclaration de guerre,
et il va aussi consacrer son travail à mettre sur le papier le quotidien des soldats, mais aussi des proches, de la famille, et pas du tout dans un sentiment patriotique, mais pour démontrer justement l'absurdité de la guerre. On peut quand même rappeler que même des artistes qui se disaient anarchistes, en fait, se sont ralliés à l'Union sacrée quand il y a eu la déclaration de guerre, ont oublié complètement leur valeur. Voilà, tout à fait. Et lui, donc, il va être sollicité par de nombreuses associations de bienfaisance et de secours, et il rend hommage non aux soldats, mais aux ouvriers, aux paysans, aux pères de famille, et il retrace toute la vie quotidienne du poilu, le casernement, la panoplie, les corvées, la vie dans les tranchées, les blessés, tout ce qui s'ensuit, la mort, la faim, la solitude, le découragement. Voilà, et là, il y a une salle qui est consacrée justement à ces œuvres-là, quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est presque hors sujet, mais hier après-midi, sur LCP, la chaîne parlementaire, il y avait un doc sur les monuments aux morts de la guerre de 14, dans les années 20, si tu veux, il y a eu une espèce de grande campagne nationale pour ériger les monuments aux morts, et c'est la version en volume des dessins qui pourraient être de Stendhal ou d'autres artistes de cette époque-là qui représentaient la guerre, quoi. Et il y a des pièces, des œuvres qui sont vraiment qui te bouleversent, quoi. Parce que c'est pas toujours, il y a de tout, quoi. Parce qu'il y avait des catalogues avec les monuments proposés, alors avec les prix modestes, avec machin et trucs. Il y avait le côté industriel de cette fabrication de statuaires, mais il y avait aussi une statuaire beaucoup plus imaginative et beaucoup plus sensible, faite par des artistes reconnus de cette époque. Mais ça fait penser, si tu veux, c'est en volume, c'est des œuvres en volume qui font, qui ont été d'abord des œuvres sur papier ou sur toile, quoi. Voilà. Il se dégage de ce doc qui dure 1 heure quand même, quelque chose, moi, qui m'a complètement mis hors circuit, quoi. Tu vois. Ah ouais. Et rappelons quand même qu'il n'y a qu'un monument aux morts, je crois, en France, pacifiste. Hein. C'est celui de Jansiou, avec ce petit garçon qui pointe la phrase « Maudite soit la guerre ». Oui, Jansiou dans la Creuse. Dans la Creuse, tout à fait. Non, mais la Creuse, c'est quand même un département assez exceptionnel de ce point de vue-là. Voilà, donc effectivement, Stendhal s'est attaché à représenter un peu comme Goya les désastres de la guerre. Alors il a aussi fait quelques nus. Il y a un couloir là avec quelques représentants, quelques femmes nues qui sont souvent des femmes anonymes, quoi. C'est voilà, je sais pas si c'est une œuvre qui est peu connue de sa part. Hein, ces nus, moi je les ai trouvés vraiment superbes. Oui, bon, ils font penser aux nus de Degas, aux nus de Valadon, avec un trait quand même assez affirmé. Que ce soit des femmes, une femme de dos, une femme allongée, enfin c'est voilà, une femme assise pensive sur un lit avec le poing sous le menton et le coude sur le genou. C'est des très belles œuvres. Et il y a aussi une partie consacrée aux paysages, moins connus, les paysages de Stendhal. Hein. Oui, non, c'est un peintre complet, voilà. Enfin, ça ne veut pas dire grand non plus, mais il pouvait traiter aussi bien des sujets bucoliques que des choses plus tragiques, voilà. Voilà. Il n'a pas fait une peinture, c'est lui ou Daumier qui a fait... Ah non, ça doit être Daumier qui a fait une peinture sur ce crime de la rue, machin. Là. Ah oui, c'est pas lui, je crois pas. Non. Mais c'est vrai que certaines peintures font vraiment penser à Daumier aussi, dans la facture un peu floutée de ces... Il y a un cheminot, je ne sais plus qui avait représenté ça, et de lui, il y a aussi des gens qui sont sur le bord de la route, là, il représente Et même dans la palette chromatique, quoi, il y a des harmonies de couleurs, il y a des choix de tons qui sont un peu semblables entre les deux. Voilà. Et la dernière partie de l'exposition est consacrée à Masséida. Donc, Stendhal va perdre son époux, je crois, en 1910. Et en fait, il est resté très discret par rapport à sa vie privée et familiale. Et pour lui, les liens familiaux sont vraiment très importants. Et Masséida est une jeune femme noire qui est arrivée de Saint-Louis du Sénégal, qui est venue frapper à sa porte en cherchant de quoi améliorer son quotidien, en proposant des séances de pause.
et elle voulait compléter son salaire de danseuse. Donc Stanley va l'héberger et elle va faire un petit peu l'entretien de la maison. Elle peut nourrir aussi tous les chats parce qu'il vit quand même entouré de plusieurs chats, mais pas que des chats d'ailleurs. Et donc Stanley va la peindre à plusieurs reprises. Voilà. C'est une exposition qui est complète sur l'œuvre de Stanley, qui bien sûr n'est qu'une partie de son œuvre parce qu'il a été très prolixe. Voilà. Oui, et puis le musée de Montmartre n'est pas très grand, mais que ce soit au musée de Montmartre, c'est très important parce que malgré le tourisme là, quoi qu'il n'y avait pas, c'est pas les foules de l'été, mais Montmartre, il reste quelque chose dans les rues de Montmartre. Je le répète à chaque fois qu'on en parle, mais il y a toujours un parfum particulier, et c'est bien qu'il soit dans ce musée, justement, avec ce jardin qui domine Paris. Voilà, c'est quelque chose. Et il y avait aussi au rez-de-chaussée Ouais, c'est de ça que je voulais parler, justement, une exposition Eugène Delattre. Ouais. Alors, Eugène Delattre, lui, est né à Paris en 1864, et son père Auguste était considéré comme l'imprimeur presque attitré des graveurs impressionnistes. Donc il a travaillé avec les plus grands artistes de son temps, comme Manet, Corot, Delacroix ou Tissot. Et après les événements de la Commune, la famille Delattre est partie à Londres. Elle a côtoyé Jean-Baptiste Clément et Jules Vallès. Et en fait, là, il y a quelques représentations, voilà, de ce qu'ils imprimaient. Et c'est vraiment, c'est au rez-de-chaussée, c'est vraiment c'est une belle exposition oui, aussi, tout à fait. Et qui vient en c'est complément. Le fils, justement, le fils de Lattre qui a trouvé, enfin, qui a perfectionné ou même inventé la mise en couleur des gravures. Quoi. Voilà, ça fait un peu une ligne claire, ça fait penser à Henri Rivière, c'est des scènes de Montmartre, je crois qu'il allait représenter aussi sa famille, il était ami avec Jean Paul, donc il y a une œuvre commune avec Jean Paul, et justement c'est Paul Trélat, c'est un mélange entre Delattre et Jean Paul, enfin voilà. Et il y a eu des gravures qui représentaient la butte Montmartre. Il y a, je crois, c'est sa grand-mère aussi qui a représenté de dos sur un balcon. Enfin, voilà, il y a un moulin. Donc c'est une petite expo qui est très sympa. Et quand j'ai habité à Montmartre, le 18e, j'allais souvent, je montais souvent, surtout le matin, très tôt sur la butte. Et j'ai connu, pas connu intimement évidemment, j'ai aperçu Jean Paul justement. Mais je ne savais pas que c'était Jean Paul, je m'en suis rendu compte bien après que c'était Jean Paul qui payait Place du Tertre. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et là, les Delattre, en fait, quand ils sont rentrés de Londres, ils se sont installés donc rue Tourlaque et puis rue Le Pic. Et c'est là que le jeune Eugène s'est mis au dessin, à l'aquarelle, et il a poursuivi son apprentissage donc dans l'atelier familial. Donc d'abord, il a été assistant de son père, puis progressivement, il a pris les rênes de l'atelier. Donc il a une maîtrise de l'eau forte, et il a fait, oui, effectivement, tout un tas de recherches sur la couleur pour être de plus en plus perfectionniste, quoi. Et donc c'est donc aussi un artiste, il a fait 600 gravures, donc 200 couleurs. Oh là là, non mais 600 gravures dans 200 couleurs, c'est tout, c'est rien, je bricole, quoi. Et voilà, donc c'est un donateur aussi pour ce musée de Montmartre, quoi. Avez-vous le soir, par hasard, rencontré sur le boulevard une rôdeuse qui se balade par tous les temps, aussi bien l'hiver que le printemps, c'est la pierreuse. Demandez-lui d'où elle vient, le plus souvent elle n'en sait rien, c'est une gueuse. Sa mère, elle ne l'a connue point, car on la trouva dans un coin, pauvre pierreuse. Elle était seule et sans soutien, c'est pour ça que le premier vaurien à voix mielleuse, qui lui parla de sentiments, prit son cœur et devint son amant, pauvre pierreuse. Ils s'unirent dans un hôtel où Vénus n'avait pour hôtel et pour veilleuse qu'une alcôve aux rideaux crasseux et qu'un bougeoir sale et poisseux, pauvre pierreuse.
Elle n'a qu'un désir maintenant, que son homme soit bat et content. Elle est heureuse. Il est si mignon et si doux quand il ne l'assomme pas de coups, pauvre pierreuse. Elle n'aura jamais qu'un chagrin, c'est le jour où pour un coup de surin, la malheureuse verra son homme, son seul amour, à la grand-veuve dire bonjour, pauvre pierreuse. Voilà, c'était La Pierreuse, interprétée par Michel Bernard. Donc les expositions, donc Stenlen au musée de Montmartre jusqu'au 11 février, d'Anna Schutz au musée d'art moderne jusqu'au 11 février. Faut y aller. Faut y aller. Ce que la Palestine apporte au monde à l'Institut du monde arabe jusqu'au 19 novembre. Trésor en noir et blanc de magnifiques gravures des plus grands, au Petit Palais jusqu'au 14 janvier. Modigliani, un peintre et marchand jusqu'au 15 janvier. Désiré Lucas, Voyage vers la lumière et la couleur, c'est au musée Eugène Carrière, donc à Gournay-sur-Marne jusqu'au 17 mars. Nicolas de Staël au musée d'art moderne jusqu'au 21 janvier. Claire Ilouz, c'est une graveuse à la Galerie Sagot jusqu'au 18 novembre. Et là, on a vu une exposition des sculptures de Chana Orloff au musée Zadkine qui démarre le 15 novembre. Et la galerie Kaléidoscope, une exposition Teresa Lockman intitulée Dans les bois. C'est la 3e exposition personnelle de Teresa Lockman. Donc un vernissage jeudi 16 novembre et l'exposition du 17 novembre au 13 janvier 2024. La galerie Kaléidoscope, c'est 19 rue Mazarine dans le 6e arrondissement de Paris. Le culturel de la semaine, donc tu as parlé de l'émission sur les monuments aux morts. Moi, je suis allée au cinéma, j'ai vu le dernier film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron. J'aime beaucoup le travail de Miyazaki. Cette œuvre-là est une œuvre plus complexe, plus riche, avec beaucoup de choses. D'ailleurs, le titre, ce serait « Et vous, comment vivrez-vous » C'est inspiré d'un livre qui porte ce titre-là. Et donc, graphiquement, c'est absolument admirable. Pendant 2 heures, on est dans l'univers de Miyazaki, avec des références à l'Occident, mais aussi au Japon traditionnel, avec un jeune garçon qui a perdu sa maman dans un incendie et qui va nous emmener dans divers mondes. On passe d'un monde à l'autre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut se laisser porter par cet univers. Il ne faut pas chercher un fil conducteur précis. Il faut vivre ce dessin animé seconde par seconde, et c'est vraiment très beau. Pour les personnes qui connaissent pas l'univers de Miyazaki, c'est pas le premier dessin animé à voir. Je pense que c'est un peu compliqué. Il faut mieux commencer par des châteaux ambulants, le Chihiro, voilà, c'est beaucoup plus facile d'abord, parce que là il y a une histoire qui est plus facile à comprendre. Mais enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Miyazaki a 82 ans, on parle de son probablement dernière œuvre aussi. Et tout de suite, sur Radio Sous-Pente, émission à Racaille, nous allons nous quitter en saluant nos amages, Claude et André de la Nation, Claude et William, notre pote de Brest, où il doit faire un temps magnifique, comme d'habitude, Jean-Paul Souverain, un immense artiste de coupe de Kerkbranche dans la banlieue de Dunkerque, Claudine, une pote à ma camarade Pikachu, qui n'aime pas du tout... comment elle s'appelle déjà? Dana Schutz. Dana Schutz. C'est pas bien, Claudine. Dana Schutz, c'est vraiment l'avenir. Bon, enfin bon. Corinne, Joël et Anne-Emmanuel, 3 artistes, des potes qui déménagent. Et Frédéric, ah oui, non, j'ai copain, Joël, pourquoi il y a Joël? Joël, c'est notre pote qui est en Égypte. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, une grande graveuse, charmante. Marie-Christine Béguet, une graveuse en relégation dans la Cévennes, hein, comment c'est son bled? Saint-Hippolyte du Fort. Saint-Hippolyte du Fort, incapable de m'en rappeler.
Clément, le Van Gogh de la taille d'épargne, toujours aussi prolifique. Agnès Dubart, une graveuse en relégation Bretagne Sud, après avoir été en relégation en Ariège, et s'être tirée de l'île où on l'a connue. Thierry Morciot, un graveur bruxellois magnifique. Alice Amoroso, une très jeune graveuse magnifique. Raoul Viloula, un jeune graveur magnifique. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes peintres. Odon et Raymond Imbert, des peintres magnifiques. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui signent Claude Isner. Liliane, malheureusement, n'est plus parmi nous. Il reste Laurent. Ouais, la petite Lolo, elle a du mal à écrire. Lolo, faut que ça vienne. Ouais, faut que ça vienne. Il faut commencer. Et puis après, voilà. C'est Dubuffet qui disait que quand on était en panne, Dubuffet qui est un peintre, vous prenez un pinceau, un bout de papier, vous gribouillez, puis ça vient. Oui, enfin, j'ai essayé, c'est pas toujours le top. Hein. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Marie-Christine et Christophe, des militantes chez Militantes chez Mêlée, Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance, oui Cécile, on la sent, et on t'aime, la rousse flamboyante, qui anime 2 émissions le mercredi après-midi sur une radio Omni, 2 émissions consacrées aux enfants et à leurs parents, et comme ancienne enseignante, elle en connaît un rayon. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie de Florence Quenu, qui offre ses simèses à des peintres locaux. Et puis Dominique Paul-Alardouin, une galériste et large aujourd'hui disparue, dont on chérit le souvenir, ainsi que celui de sa maman, Thérèse Franco. Marie Degnaud, Marie Degnaud, Galerie Kaléidoscope. Ah bah voilà, je me disais aussi. Antoine Manoury des Champignons, un petit trio de musicaux. Pas de nouvelles d'Antoine. J'aimerais bien qu'il passe quelque part pour aller les écouter, moi. Ben voilà, un petit trio de musicaux sportristes. Et Anna Sinoratska, une peintre polonaise dont on aime par-dessus tout l'œuvre. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr. Et tout de suite, on se termine avec Faut vivre de Méluspeul. Salut copines, salut copains. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut
faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sous l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.